Abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité. La définition que vous connaissez tous, c'est une maladie chronique avec des épisodes réversibles de dyspnée aiguë. Donc il y a des obstructions et le substratum, c'est une inflammation de la muqueuse bronchique. Donc il y a un syndrome inflammatoire, une réaction inflammatoire. Qu'est-ce qui pourrait initier cette pathologie ou cette réaction inflammatoire au niveau des bronches? L'un des initiateurs le plus important, ce sont les pneumallergènes, les allergènes. Donc on dénombre les allergènes respiratoires qui sont responsables de cette allergie respiratoire, les infections virales, l'exercice intense et certains facteurs non spécifiques, le tabac, les produits polluants et certains produits agressifs, la peinture et les solvants. Alors, la pathologie asthmatique est une maladie dite complexe, où il y a au moins deux facteurs qui interviennent, un fond génétique, une prédisposition génétique et un environnement. Donc il faut avoir une interaction entre des anomalies génétiques et un environnement pour développer de l'asthme ou de l'allergie. Et vous devinez qu'il n'y a pas une maladie allergique, il n'y a pas une maladie asthmatique, il y a différents phénotypes de la maladie allergique asthmatique. Sur le plan génétique, on sait que c'est une maladie génétique, mais qui n'obéit pas à une transmission classique avec la génétique formelle, la transmission mendélienne, mais plutôt ce sont des petites anomalies génétiques qu'on n'appelle pas des mutations, mais des polymorphismes, des variations entre individus de la même espèce. Ce sont toutes ces variations qui font un fond génétique d'un individu asthmatique ou allergique. Donc c'est un désordre multifactoriel influencé par de multiples gènes interagissant avec des facteurs environnementaux. Et actuellement, on commence à connaître ces polymorphismes impliqués dans la maladie allergique asthmatique. Est-ce qu'il s'agit des quatre types? Parce que l'allergie, la maladie asthmatique, c'est une allergie à hypersensibilité type 1. Alors c'est pour cela qu'en 2004, l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique a essayé de classer et donner de nouvelles définitions sur certains termes, une terminologie bien précise. Donc l'état d'hypersensibilité est devenu un état général. Donc il n'y a pas de mécanisme immunologique. On définit l'hypersensibilité comme des signes cliniques reproductibles, objectivement initiés par une exposition à un stimulus défini, toléré par des sujets normaux. Donc ça reste une définition vague. Et quand on parle d'allergie, c'est un état d'hypersensibilité avec un mécanisme immunologique. Si on veut parler maintenant de l'ancienne hypersensibilité type 1, il faut dire allergie, il faut rajouter IgE dépendante. Là, on se comprend. Il s'agit d'un mécanisme immunologique où l'IgE est le médiateur principal. Donc, on propose, donc quand on dit allergie, c'est un état d'hypersensibilité où il y a un mécanisme immunologique, il faut dire allergie IgE dépendante. Et là, on se comprend, on parle d'un mécanisme avec un fond où il y a l'immunoglobule E. De la même manière, pour la maladie asthmatique, on a l'asthme non allergique et l'asthme allergique IgE dépendant. Alors, cet asthme allergique IgE dépendant, tout commence par un contact avec un allergène, avec des protéines allergisantes, ce sont des protéines qu'on appelle aussi antigènes. Ces antigènes sont pris en charge par des cellules sentinelles, plus particulièrement la cellule dendritique. Si on parle d'asthme au niveau de la muqueuse bronchique, ces antigènes sont captés, détruits, coupés en petits morceaux, présentés à un lymphocyte T. Ce lymphocyte T va synthétiser un certain nombre de molécules de communication intercellulaire qu'on appelle cytokines. Ces cytokines vont agir sur un lymphocyte B. Ils vont le faire transformer en plasmocyte, sécréteur de cette molécule immunoglobule E. Cette immunoglobule E va se fixer sur une cellule effectrice, principalement le mastocyte. Il y a des récepteurs spécifiques de cette immunoglobule E sur le mastocyte. Jusque-là, c'est une phase asymptomatique, il n'y a rien du tout. Et un deuxième contact avec l'allergène,
qui va se lier de manière, cette fois-ci, spécifique à ces immunoglobulines, déjà fixés sur le mastocyte. Donc cette interaction allergène IgE déjà fixée sur un mastocyte va faire dégranuler. C'est une cellule qui possède beaucoup de granules dans son cytoplasme. Donc cette interaction va activer cette cellule, va la faire dégranuler, et un certain nombre de médiateurs seront libérés. Alors, il y a des médiateurs qui existaient dans ces granules, on les appelle des médiateurs préformés qui étaient là. Ce sont les premiers à être sécrétés au niveau de la cellule. Donc l'histamine, c'est le médiateur qui est en tête de file, qui sera responsable de la phase immédiate de cette réaction allergique. Nous aurons donc tous les symptômes cliniques que vous connaissez. Et ensuite, la membrane phospholipidique de ce mastocyte va s'activer. Il y aura une deuxième catégorie de médiateurs qui seront synthétisés, qu'on les appelle les néoformés, à partir de la membrane phospholipidique. Et en tête de file, nous avons les leucotriènes, les prostaglandines. Alors, tous ces médiateurs libérés, l'histamine, les médiateurs lipidiques, les cytokines, vont attirer une deuxième cellule au niveau du foyer de la réaction inflammatoire, l'éosinophiles. Et c'est cette cellule qui sera responsable de la phase chronique de cette réaction allergique asthmatique et c'est ce qui va rendre pérenne cette réaction inflammatoire. Donc l'éosinophile, quand il sera attiré aussi de la réaction inflammatoire, grâce à des récepteurs des IgE qu'il a à sa surface, nous aurons des antigènes, des allergènes qui viendront se fixer, vont activer cette cellule, va libérer aussi des médiateurs qui vont être responsables de la symptomatologie et de cette réaction inflammatoire qui va durer dans le temps. Et nous avons aussi des médiateurs de nature lipidique tels que les leucotriènes. Cette réaction inflammatoire générée, si elle reste incontrôlée, donc certains médiateurs, des cytokines, des enzymes, des radicaux libres vont être responsables d'une destruction donc de la muqueuse. Et on appelle ça le phénomène du remodeling. Et on aura donc destruction de l'épithélium bronchique. Et c'est à un certain moment, ça devient irréversible et on perd la fonction de cette muqueuse. Cette planche, c'est pour vous dire, voilà la cellule dendritique qui présenterait l'allergène ou lymphocyte T. Jusque-là, ce lymphocyte T, on appelle un lymphocyte T naïf, qui est spécifique à l'allergène, va s'orienter, va se transformer en une cellule effectrice qu'on appelle lymphocyte TH2. Donc c'est cette cellule TH2 qui est impliquée dans la réaction inflammatoire allergique asthmatique. C'est cette cellule TH2, par sa capacité de synthèse d'un certain nombre de cytokines qu'on va appeler cytokines TH2, l'interleukine 4, 5, 9, 13, c'est ces cytokines qui seront responsables de cette réaction inflammatoire allergique asthmatique. Donc, ces cytokines vont stimuler le lymphocyte B, le faire transformer, comme je vous l'ai dit, pour synthétiser des IgE qui vont se fixer sur cette cellule mastocytaire. Cette cellule mastocytaire, une fois activée par un deuxième contact par l'allergène, va elle-même synthétiser des cytokines aussi. Donc, elle va créer une boucle d'amplification de cette réaction inflammatoire allergique. On aura synthèse de cytokines, l'IL4, qui va renforcer donc la synthèse des IgE. L'interleukine 5, c'est une cytokine qui va attirer l'éosinophiles au niveau de la muqueuse. Et donc, toutes ces cellules et ces médiateurs sont responsables de la phase précoce et retardée. Le remaniement bronchique ou le remodeling, donc il y aura un épaississement de la membrane basale, hyperplasie, augmentation des nombres des glandes et muqueuses, une néovascularisation, une hypertrophie et prolifération des muscles lisses. Alors, si on voit cette cellule effectrice, donc nous avons des médiateurs. L'histamine, elle vient tout à fait au début. Donc, c'est les quelques minutes après son activation de la cellule, on a les symptômes cliniques responsables par l'histamine. Mais tout le relais, tout ce qui fait durer cette réaction inflammatoire, ce sont d'autres médiateurs, des médiateurs de nature lipidique, les leucotriènes, et des médiateurs de type cytokinique qui font durer donc cette réaction inflammatoire allergique. Ces leucotriènes, ces médiateurs lipidiques, sont synthétisés et par le mastocyte, qui est une cellule donc, comme je viens de vous le dire, impliquée dans cette réaction, et par l'éosinophiles, qui est capable aussi de synthétiser ces leucotriènes. On voit bien que les cytokines sont importantes dans cette réaction inflammatoire.
La 4, la 5, la 9 et la 13, donc je vous ai dit, ce sont des cytokines de type Kh2, constriction des muscles lisses, augmentation de la perméabilité vasculaire. Par contre, le cotrien B4, il intervient dans l'axe inflammatoire en activant et en attirant les cellules phagocytaires au niveau du foyer de l'axe inflammatoire. Alors, cette 5 lipooxygénase est très bien exprimée au niveau de l'éosinophiles, au niveau des mastocytes, les deux cellules qui m'intéressent, parce qu'elles peuvent produire du LTC4, du LTC4 et B4. Le récepteur 6LT1, c'est là où les leucotriènes C4, D4 agissent sur ce récepteur pour provoquer toute cette axe inflammatoire. Alors, dans la maladie asthmatique, on a remarqué qu'il y a une surexpression de la 5 lipooxygénase. Il y a une hyperactivation de la voie des leucotriènes dans les leucocytes de patients asthmatiques. Deuxième point, on a remarqué qu'il y a aussi une concentration élevée des leucotriènes dans le LBA, le liquide de lavage bronchoalvéolaire, au niveau de malades asthmatiques. Et enfin, on retrouve du LTE4, donc c'est cystine leucotriène au niveau des urines de patients asthmatiques. Ça, ce sont des preuves que c'est leucotriène, la voie des leucotriènes ou ces médiateurs lipidiques interviennent dans l'inflammation allergique asthmatique. Alors, si on résume, les cystines leucotriènes interviennent et dans la phase immédiate et dans la phase retardée. Dans la phase immédiate, donc ils sont responsables de l'hyperréactivité bronchique non spécifique, et c'est un puissant bronchoconstricteur, 1000 fois, de 5000 fois, plus puissant que l'histamine. Donc les leucotriènes sont responsables de bronchoconstriction, ils ont un potentiel de bronchoconstriction 100 fois, 1000 fois supérieur. Ces leucotriènes interviennent aussi pour faire durer cette axe inflammatoire. Donc il y a la vasodilatation, l'augmentation de la perméabilité vasculaire, l'œdème, sécrétion de mucus, désorganisation des battements ciliaires, et aussi elles attirent toutes ces cellules inflammatoires au niveau de la muqueuse bronchique. Les leucotriènes ont un pouvoir chimio-attractant. Alors, si on veut agir sur cette axe inflammatoire allergique, asthmatique, la pierre angulaire serait les corticostéroïdes. Donc le traitement de choix, ce sont les corticostéroïdes pour traiter cette inflammation allergique asthmatique. Malheureusement, on s'est rendu compte sur les effets des corticostéroïdes qu'ils agissent très bien sur ces médiateurs de l'inflammation, de l'allergie de type cytokinique, un peu moins bien sur la voie des leucotriènes. Et ça se dégage donc deux voies de l'inflammation d'origine cytokinique et des leucotriènes. Les corticostéroïdes agissent très bien sur les cytokines, un peu moins bien sur les leucotriènes. Pourquoi? On revient au mécanisme d'action, aux effets thérapeutiques des glycostéroïdes. Alors, un glucocorticoïde agit sur un récepteur qui est intramembranaire. Le suivant, qui est un trimère à l'état inactif, une fois que les glucocorticoïdes se fixent sur son récepteur, il va s'activer, transloquer, donc voyager au niveau du noyau, le corticoïde. Il va agir en produisant des choses qui auront un effet anti-inflammatoire. Lesquelles? On voit très bien que les corticostéroïdes fabriquent un inhibiteur d'un facteur de transcription important qu'on appelle le NF-κB. Ce facteur de transcription, c'est lui qui génère ces cytokines pro-inflammatoires au niveau de la cellule. NF-κB. C'est lui qui génère toutes ces cytokines inflammatoires. Alors, si les corticostéroïdes génèrent un inhibiteur de ce NF-κB, donc on bloquera tous ces médiateurs inflammatoires de type cytokinique. Les glycocorticoïdes aussi agissent sur la voie des leucotriènes en synthétisant une molécule qu'on appelle la lipocortine. Et cette lipocortine, elle inhibe la phospholipase A2. Si on inhibe la phospholipase A2, on va inhiber les cystéamides leucotriènes. Mais le mode d'action, c'est que la lipocortine, pour inhiber une phospholipase A2, c'est molécule par molécule, mol par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de grandes doses de glucocorticoïdes pour inhiber la voie des leucotriènes. C'est ça le dilemme. Si on veut inhiber les deux voies, les cytokines et les leucotriènes, par les glucocorticoïdes, il faut mettre beaucoup de glucocorticoïdes. Si on en met moins, on n'agit pas sur cette voie totalement des leucotriènes. Alors, l'idéal,
c'est d'intervenir sur cette voie des leucotriènes par des inhibiteurs. Il en existe de grandes familles, des inhibiteurs de la 5-lipoxygénase, ce qu'on appelle le ziletan. Et nous avons aussi des antagonistes des récepteurs des leucotriènes, des cystine-leucotriènes. Et en tête de file, vous connaissez très bien le montelukast. Donc, si on agit sur ces récepteurs, ces antagonistes des récepteurs cystine-leucotriènes, eh bien, ils ont un effet protecteur de la bronchoconstriction. Et ça, on pense à l'asthme d'effort. Protège une éventuelle bronchoconstriction. Un effet bronchodilatateur sur les régions distales. Un effet anti-inflammatoire qui a été prouvé aussi. Diminution des cellules inflammatoires, le polynucléaire éosinophile. C'est cette cellule qui rend pérenne la réaction inflammatoire. Diminution du monoxyde d'azote, qui est le médiateur inflammatoire. Et diminution des exacerbations. Et ça agit aussi même sur le remodelage bronchique. Cette planche, pour vous dire, quand on utilise un antileucotriène, on n'a pas besoin d'arrêter le traitement pour faire des tests cutanés. Par contre, quand on est sous antihistaminique, vous devinez qu'il faut faire une fenêtre thérapeutique. Alors, je reviens à mon mécanisme immunopathologique. La maladie asthmatique allergique, c'est un déséquilibre. Donc, vous venez de savoir qu'il y a beaucoup un déséquilibre en faveur de la cellule effectrice TH2 au détriment de la cellule TH1. Il y a un déséquilibre. Pourquoi il y a ce déséquilibre? L'une des hypothèses les plus intéressantes, c'est l'hypothèse hygiéniste, qui date maintenant moins de 20 ans, qui dit la chose suivante. À la jeune enfance, quand on ne stimule pas assez cette voie TH1, qui est une voie d'immunité antimicrobienne, on ne le stimule pas assez, par manque de stimulation, par manque d'infection, le mode de vie occidental, l'antibiothérapie exagérée, qu'est-ce qui fait? Il y a une désorientation vers la voie TH2, on développe la maladie allergique asthmatique. Les études épidémiologiques sont là, et elles l'ont démontré. Bon, je peux vous parler des études qui ont démontré que l'asthme était inversement proportionnel à la taille de la fratrie, que les enfants qui fréquentent les crèches par rapport aux enfants isolés font moins de maladies allergiques par rapport aux enfants isolés. Le mode de vie rural, on fait moins de pathologies asthmatiques par rapport aux gens qui vivent dans des villes. On pense qu'au niveau rural, on est stimulé par ces produits microbiens tels que le lipopolysaccharide qui ferait développer cette voie TH1. On le voit très bien à la naissance où le monde intra-utérin, c'est un mode TH2. Donc à la naissance, le bébé naît avec un profil TH2. En fait, ce qui se passe, ce sont ces petites infections qui fait la petite enfance qui font développer la voie TH1 pour avoir un équilibre à l'âge de 2 ans. Maintenant, si il ne fait pas cet enfant d'infection au jeune âge, pour une raison ou une autre que je viens de citer, à l'âge de 2 ans, il y aurait ce déséquilibre TH1 TH2. C'est une hypothèse qui reste fascinante, mais elle a des limites. Les limites, elles sont là. On sait que ces 50 dernières années, on assiste à une baisse des pathologies infectieuses. On le sait. Et à côté, ces dernières 50 années, il y a une émergence des pathologies inflammatoires. Bon, l'asthme, on le voit, la prévalence, elle ne fait qu'augmenter. Mais à côté, parallèlement, on a d'autres pathologies inflammatoires qui émergent. La sclérose en plaques, la maladie de Crohn, le diabète. Et quand on voit le fond immunologique ou physiopathologique, ce ne sont pas seulement des cellules de type TH2 qui interviennent. Ça veut dire que cette hypothèse hygiéniste est mise en difficulté. Il y aurait d'autres explications. Alors, l'une des explications de ces dernières années, c'est que les deux cellules effectrices de la réponse immunitaire, les TH1 et les TH2, sont contrôlées par une cellule, un lymphocyte T aussi, qu'on vient de mieux connaître ces 10 dernières années, un lymphocyte T régulateur. C'est cette cellule qui freinerait l'action des deux cellules effectrices, qui intervient donc dans la tolérance périphérique pour freiner ces facteurs inflammatoires, grâce à des cytokines immunosuppressibles, interleukine 10, le TGF-bêta. Vous allez me dire, oui, où est l'asthme? Alors, dans la maladie allergique asthmatique, les T régulateurs ont un très grand rôle. Eh bien, ce sont ces cellules qui bloqueraient ces cellules inflammatoires dans la réaction allergique asthmatique
en diminuant la présentation des antigènes, des allergènes, ainsi les dendritiques, en freinant les effecteurs de type Th2, en freinant les cellules effectrices mastocytes et eosinophiles, et surtout, ils agissent sur le B pour réprimer la synthèse des IgE, diminuer la synthèse des IgE, au détriment d'autres classes d'immunoglobulines, plus particulièrement les IgG4 et les IgA, qui sont spécifiques de l'allergène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un individu sain non allergique, parce qu'on est tous en contact de l'environnement du même allergène. Un individu sain aurait des Treg qui fonctionneraient plus ou moins normal, et qui ne va pas faire une réaction dans la voie Th2, mais il va plutôt fabriquer des IgG4 et des IgA spécifiques de l'allergène, parce que l'allergène est une molécule banale, inoffensive normalement. Elle ne porte aucun danger. Mais sur un fond génétique, les Treg ont une fonction basse, altérée chez le mal asthmatique allergique. Alors c'est ce qui va se passer. On ne va plus faire les IgG4 et les IgA spécifiques d'allergène. On va désorganiser le système immunitaire, le désorienter vers la voie Th2. D'ailleurs, l'immunothérapie spécifique, mon collègue va en parler tout à l'heure, c'est quand on fait de l'immunothérapie spécifique, on va réorganiser ce système immunitaire en faisant augmenter les Treg chez le malade pour qu'il puisse synthétiser de l'IgG4 au détriment des IgE. Alors vous allez me dire, oui, est-ce que c'est l'hypothèse hygiéniste ou c'est les Treg? Eh bien, c'est les deux. Donc les deux hypothèses, le statut atopique allergique, les Treg vont baisser de fonction et c'est les Th2 qui s'installent. Et dans les exacerbations, l'inflammation qui est là, eh bien, les Th2 sont là et même les Th1 pourraient intervenir dans les phénomènes d'exacerbation dans la réaction allergique asthmatique. C'est la même planche, vue autrement. On retrouve des Th1 et des Th2, c'est les deux cellules effectrices inflammatoires. Juste un mot, parce que je ne veux pas aborder ça. L'asthme viro-induit, il peut survenir sur un terrain atopique ou non. L'exercice, l'asthme d'effort aussi, peut survenir sur un effort ou non. Et nous avons un asthme où aucun facteur déclenchant n'a pu être mis en évidence. C'est une entité assez particulière que nous appelons l'asthme non atopique, non IgE-dépendant, non allergique, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est l'ancien asthme extrinsèque. Dans les formes viro-induites, dans le sifflement viro-induit, on voit très bien que les leucotriènes sont synthétisées. Ça, c'est in vivo, c'est les études. In vitro, on prend des cellules épithéliales branchiques d'un malade asthmatique. On prend des cellules épithéliales branchiques qu'on infecte par des rhinovirus et on voit une synthèse de leucotriènes. Ça veut dire que les leucotriènes, c'est des médiateurs impliqués aussi dans l'asthme viro-induit. Une autre étude de Volvitz qui montre qu'on a 5 fois plus de leucotriènes chez les enfants qui font des bronchiolites AVRS. Abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.